Bon, nous allons faire une parenthèse dans le présent, puisque jusqu'à présent, c'est le cas de le dire, on a beaucoup parlé du passé. Et là, on va rentrer de plein pied dans le temps contemporain pour aborder une question que j'ai intitulée « Cerveau, sexe et préjugés ». J'ai hélas que 10 minutes pour vous faire une présentation, mais je vais tenter de poser un certain nombre de bases pour ensuite pouvoir alimenter le débat. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà faire un petit détour sur Internet. Si on tape les mots-clés « cerveau, humain, futur », voici le type d'image que l'on obtient. Il y a des cerveaux greffés avec des puces électroniques ou même des lecteurs de CD. Vous avez des explications très scientifiques sur le fonctionnement du cerveau. Il y a aussi des images qui illustrent une interrogation philosophique sur le cerveau et la pensée. Et vous remarquerez que toutes ces images concernent des sujets masculins, comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, ne faisaient pas partie de l'humanité et n'avaient pas de futur. Donc, dans ce cas-là, on insiste sur Internet et on va taper les mots-clés « cerveau, femme, futur ». Ah, le tableau est différent. Côté futur, nous avons des créatures de rêve en combinaison spatiale sexy. Nous avons des femmes qui ont mal à la tête, certes. Et vous avez essentiellement énormément d'images qui représentent des comparaisons entre les cerveaux des hommes et des femmes, avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer sur les différences entre les sexes. Donc, posons-nous sérieusement la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes? Petit retour historique, bien modeste, ce n'est pas ma spécialité, enfin quand même au XIXe siècle, à la grande époque de la craniométrie, les médecins étaient passionnés par l'étude des relations entre l'intelligence, la taille du crâne et le poids du cerveau. Et il faut bien dire que pour la plupart d'entre eux, il était absolument normal et naturel que les hommes, certes plus intelligents, aient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs et les patrons plus gros que les ouvriers. Un des grands défenseurs de cette thèse est le médecin Paul Broca, qui avait mesuré une différence de 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes, 1,350 kg, et celui des femmes, 1,200 kg. Et il déclarait « On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. » Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à cette époque, en fait, on savait déjà qu'il n'existe pas de relation entre la taille du cerveau et l'intelligence. Par exemple, le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, celui de Tourguenieff pesait 2 kg. C'est quand même pas mal, 1 kg de différence. Et en plus, Anatole France n'était pas un petit nain et Tourguenieff n'était pas un géant. Et vous pourrez remarquer que Einstein avait un cerveau dont le poids est estimé à 1,250 kg, ce qui veut dire que Einstein aurait très bien pu être une femme. Donc, on va continuer avec un certain nombre d'idées reçues. Dans le présent, cette fois-ci, on entend quand même très souvent dire que les femmes seraient naturellement bavardes, douées pour le langage, avec donc un esprit littéraire, tandis que les hommes, eux, ils sont bien plus performants dans l'orientation dans l'espace, dans la géométrie, ils auraient donc un esprit plus scientifique. Donc la question se pose à nouveau, les différences d'aptitude entre hommes et femmes sont-elles déterminées biologiquement? Alors en 1968, on avait quelques hypothèses sur la question. Il y a eu cette fameuse théorie des deux cerveaux qui laissait penser que l'hémisphère gauche était uniquement spécialisé dans le langage et l'hémisphère droit spécialisé dans l'orientation dans l'espace. Et à partir de là, le pas était vite franchi pour dire « Ah, bah, les femmes ont un hémisphère gauche plus développé, c'est pour ça qu'elles sont meilleures dans le langage, et les hommes, c'est davantage le cerveau droit, donc ils sont meilleurs dans l'espace. » Alors ces théories, on peut le noter, donc, datent de 1968, à une grande époque, et depuis, beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire que les progrès de nos connaissances sur le cerveau
ont été spectaculaires, en particulier grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM, qui désormais permettent de voir le cerveau vivant, normal, en train de fonctionner, ce qui a fait que, évidemment, un certain nombre d'idées qu'on avait sur le fonctionnement du cerveau ont radicalement changé grâce à ces nouvelles techniques. Et par exemple, si l'on rassemble toutes les études qui ont été faites en IRM entre 1995 et 2009, avec des gros échantillons de femmes et d'hommes testés, on s'aperçoit que, statistiquement parlant, il n'existe pas de différence entre les hommes et les femmes dans la répartition des aires du langage dans les deux hémisphères. Autre exemple, là c'est une expérience qui a été faite en IRM où on a demandé à des personnes de faire un calcul mental et on s'aperçoit, et on a pris des sujets qui ont tous aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps avec les mêmes scores. Et on s'aperçoit que chez les femmes, il y a une grande variabilité dans les activations. Cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures. Et l'on notera le même type de variabilité dans l'activité dans le cerveau des hommes. Donc en fait, pour arriver à une même performance dans le calcul mental, chaque personne a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité qu'on peut observer dans le fonctionnement du cerveau entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Et ce type de variabilité, on la trouve de la même façon dans l'anatomie du cerveau, et ça, les neurochirurgiens le savent bien. Vous avez ici des images en IRM qui vous montrent à quel point l'anatomie de notre cerveau, c'est-à-dire les circonvolutions, les sillons, et même aussi tous les vaisseaux sanguins qui entourent le cerveau, sont extrêmement différents d'une personne à l'autre. Nous avons tous et toutes des cerveaux différents indépendamment du sexe. Donc maintenant, on va se poser la question, d'où vient cette variabilité dans les cerveaux? Notre cerveau est constitué de 100 milliards de neurones qui sont connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions qu'on appelle des synapses. Or, 90% de ces milliards de synapses se fabriquent après la naissance. Et c'est précisément sur la fabrication de toutes ces connexions entre les neurones que l'environnement et l'apprentissage vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau à se modeler, à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Premier exemple de plasticité, le cerveau des pianistes, mais c'est la même chose chez les violonistes. On observe chez ces musiciens professionnels un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point très important, l'épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc là, c'est un exemple de plasticité qui s'inscrit dans le temps, depuis l'enfance, mais il existe aussi de la plasticité à l'âge adulte. Voici un exemple sur le cerveau de mathématiciens. On a comparé le cerveau d'hommes et de femmes mathématiciens et siennes, et on s'aperçoit qu'il existe un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la représentation mentale des nombres et des données géométriques, et le phénomène est proportionnel au nombre d'années d'expérience en mathématiques. Encore une belle expérience, on a pris des étudiants, on leur a demandé d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de bien jongler et on s'aperçoit qu'en fait, 3 mois suffisent pour entraîner le phénomène d'épaississement du cortex cérébral dans les régions qui coordonnent la coordination motrice et la vision. Et en plus, si on demande aux étudiants de s'arrêter de jongler et qu'ils perdent leur habileté à le faire, à ce moment-là, les zones qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc, maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale qui fait que le cerveau se remanie en fonction de l'expérience vécue et en plus à tous les âges de la vie, c'est une notion déjà qui est très importante pour interpréter des clichés en IRM. Vous comprenez bien qu'un cliché en IRM va vous donner une image instantanée de l'état du cerveau d'une personne à un moment donné. C'est-à-dire que si on voit des différences entre les cerveaux d'hommes et de femmes en IRM, cela ne veut pas dire que ces différences existaient dans le cerveau depuis la naissance, ni même qu'elles vont y rester gravées. Et cette notion de plasticité cérébrale est évidemment fondamentale pour mesurer l'importance de l'environnement social et culturel dans le développement du cerveau et dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes.
comme vous le savez, à la naissance, le petit bébé humain n'a pas conscience de son sexe. En fait, il va prendre progressivement conscience de son sexe au fur et à mesure que ses capacités cognitives se développent. Et ce n'est pas avant l'âge de 2 ans et demi que le petit humain est capable de s'identifier au masculin et au féminin. Mais bien avant l'âge de 2 ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a fait une chambre rose ou bleue, on lui a donné des jouets différents, des habits différents. On sait aussi que les attitudes des adultes sont très différentes selon qu'il s'agisse de petits bébés garçons ou filles. Et c'est tout ce processus d'interaction de l'enfant avec son environnement qui va contribuer à forger son identité sexuée en fonction des normes du masculin et du féminin qui sont données par la société. Alors, avant de terminer, nous allons quand même revenir sur un événement assez étonnant quand même. Nous sommes au XXIe siècle. En janvier 2005, le président de l'université de Harvard a déclaré que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Nous allons maintenant mettre à l'épreuve cette déclaration. On va la mettre à l'épreuve des faits. Première expérience, un article publié dans la revue Science en 2008, on a fait passer le même test de mathématiques à 300 000 adolescents de 15 ans dans 40 pays différents. Et vous avez représenté sur ce graphique ici les écarts de performance en mathématiques entre les sexes au profit des garçons, et là un index d'émancipation des femmes qui a été calculé dans les différents pays en fonction des lois sur la contraception, le divorce, l'avortement, la participation à la vie politique, etc. Et vous pouvez noter que dans des pays où l'index d'émancipation des femmes est faible, là on a la Turquie, la Corée et l'Italie, il y a des grosses différences entre les sexes en mathématiques. Dans les pays d'Europe du Nord, Norvège, Suède, Islande, il y en a quasiment plus, et même l'inverse en Islande. Et entre les deux, on trouve les USA, le Portugal, la France et la Pologne. Donc c'est intéressant parce qu'on peut noter une corrélation entre les performances en mathématiques et la culture égalitaire des pays. On continue avec les mathématiques. En 1990, il y a eu aux États-Unis une énorme enquête qui a porté sur 10 millions d'élèves et qui montrait que dans des tests standardisés de mathématiques, en moyenne, les garçons étaient meilleurs que les filles. Et la même enquête commanditée en 2008 montre cette fois-ci que les filles maintenant ont des scores équivalents à ceux des garçons. Donc en 20 ans, nous avons une disparition des écarts de performance en maths entre les sexes. Et on peut donc vraiment évacuer complètement l'hypothèse biologique. On ne peut pas imaginer qu'en 20 ans, il y a une sorte de mutation dans le cerveau des filles qui fasse que d'un seul coup, elles deviennent capables de faire des maths. C'est bien l'éducation et pas la biologie qui explique les différences de score entre les filles et les garçons en mathématiques et dans les autres disciplines, bien sûr. Donc pour terminer, je dirais que nous avons vu qu'au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui ont été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, on a fait des progrès considérables avec l'imagerie cérébrale et la découverte de la plasticité du cerveau. Mais néanmoins, il y a toujours une persistance de l'idéologie du déterminisme biologique. Et il est très important que dans ce contexte, il existe un réel engagement des biologistes aux côtés des sciences humaines pour diffuser un savoir de qualité auprès d'un large public et ainsi construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Donc moi, je vais plutôt revenir sur une question, enfin essayer de présenter un débat qui s'est développé dans les études féministes sur les sciences au cours des 30 ou 40 dernières années, autour de la question de savoir est-ce qu'il y a une manière spécifiquement féminine de faire des sciences. Alors en effet, si les femmes revendiquent à juste titre la place qui doit leur revenir dans la pratique scientifique, on peut inverser la question et se demander si l'entrée plus importante des femmes dans les sciences, même si elle reste insuffisante, est de nature à changer la science. Et en 1999, Londa Schlebinger publie un ouvrage intitulé « Est-ce que le féminisme a changé la science ?» Alors, Evelyn Fox-Keller, une historienne des sciences, distingue historiquement plusieurs attitudes adoptées par les femmes scientifiques.
dans un premier temps, et on en a vu des nombreux exemples, alors à la fois pour ceux qui étaient là mercredi dans l'exposé de Patricia Farah et également aujourd'hui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, elles acceptaient d'occuper, pour pouvoir malgré tout participer à l'entreprise scientifique, elles acceptaient d'occuper un espace particulier en occupant des emplois peu reconnus, secondaires, beaucoup sont assistantes, mal payées et généralement considérées comme inférieures. Cette stratégie séparatiste, en fait, où les femmes acceptent de rester dans un espace marginalisé par rapport à l'institution scientifique, vont céder la place à des revendications d'intégration. Les premières féministes scientifiques, au début du XXe siècle, vont également revendiquer leur égalité intellectuelle, et ce mouvement va s'accentuer au cours du siècle. Elles se battent pour mettre en évidence la faible présence des femmes dans la science. Et comme ça a été évoqué, et j'espère qu'on vous a convaincu que c'était totalement faux, cette faible place, à ce moment-là, une des réponses des hommes, c'est de dire que cette faible place est justifiée par des différences innées entre hommes et femmes, qui feraient que les femmes seraient moins douées que les hommes pour faire de la science, particulièrement en maths et en physique. Une des réponses en fait, des femmes dans cette bataille, c'est de se battre pour rester dans la science en revendiquant d'être jugées en tant que scientifiques, pas en tant que femmes. En conséquence, la représentation des femmes dans la science disparaît des statistiques et les femmes cherchent à se rendre invisibles en tant que telles, en gardant une confiance dans l'objectivité de la science pour reconnaître la qualité de leurs travaux et dans l'équité de l'institution scientifique pour les récompenser. Et pour elle, dans cette logique, rien n'est pire que l'affirmative action. Et là aussi, c'était un peu une des conclusions dont on pourra débattre de Patricia Farah. Pour Fox Keller, cette stratégie est vouée à échouer et en fait permet simplement de masquer la réalité. Et de fait, le nombre des femmes va se remettre à diminuer, ainsi que leur statut, relançant en particulier aux États-Unis des luttes importantes à partir des années 80. Dans ce cadre, des penseuses féministes se sont intéressées à la science au sein d'une école de recherche qui s'est développée à partir des années 70, qu'on baptisait en anglais Science and Technology Studies ou Social Studies of Science. Et au sein de ces STS, il y a tout un courant d'études féministes sur les sciences qui vont s'intéresser, entre autres, à rendre visible la place de toutes ces femmes invisibles dont on nous a parlé aujourd'hui et mercredi, et auparavant souvent ignorées par les historiens des sciences. Et elles se sont en particulier attachées aussi à déconstruire le discours de la science sur les femmes, en mettant en évidence derrière l'apparente scientificité des biais plus ou moins sexistes. La science est ainsi interrogée comme pratique genrée, tant dans ses contenus de connaissances que dans la sociologie de ses institutions. Mais de manière apparemment plus radicale, un certain courant des études de genre sur la science caractérise la science moderne comme une entreprise masculine d'emprise et de domination de la nature, nature elle-même conçue comme féminine. Et on va donc en revenir à Francis Bacon, cher à Michel Ledoff, qui est donc considéré, comme ça a été dit, comme le père de la méthode expérimentale et un grand précurseur de la science moderne, qui publie en 1620 le Novum Organum, où il va mettre en avant une approche scientifique basée sur les valeurs d'objectivité de la connaissance scientifique et l'expérimentation. Evelyn Fox Keller, toujours elle, dans un ouvrage publié en 1985, défend l'idée que la science baconienne est une entreprise masculine, caractérisée par l'agressivité, la volonté de puissance sur la nature, qui s'exprimera à travers la formule assez célèbre traduite en français par science et puissance. Et dans cette vision, l'objectivité elle-même est considérée comme une valeur masculine. La technique est au service de la domination du corps des femmes, par exemple en médecine, à travers la technicisation de l'accouchement, et des savoirs domestiques, ceux des sages-femmes, les connaissances des plantes médicinales attribuées aux femmes, dans les campagnes en France, mais dans les pays du tiers-monde, la gestion agricole, qui est souvent faite par les femmes, par exemple en Afrique, la gestion de la forêt, serait caractéristique de savoirs féminins et donc dévalorisés. Alors, Michel Ledoff, dans l'ouvrage Le sexe du savoir, dont je vous recommande fortement la lecture, et nombreux passages étant totalement jubilatoires, en tout cas je l'ai trouvé pour moi,
a de manière, à mon avis, très convaincante, montré que Fox-Keller fait un mauvais procès à Bacon, son interprétation se basant largement sur une traduction anglaise du latin reflétant les propres biais sexistes du traducteur. Mais reproche plus important et peut-être encore plus important et plus justifié qu'on fait à Fox-Keller, c'est que finalement, cette critique apparemment très radicale d'une science qui serait une science masculine, dominatrice, finalement ne s'adresse pas à ce qu'on peut reprocher le plus fortement à Bacon, son imaginaire tout à fait sexiste de ce que devrait être la République scientifique, puisque, comme ça a été dit, lorsqu'il s'agit de décrire son idéal de l'univers scientifique, sa maison de Salomon, cette maison est peuplée de savants hommes, où la seule place des femmes est d'être des servantes. Alors cette critique d'une science moderne baconienne, hein, qui n'appartient pas qu'à Fox-Keller, qui serait typiquement androcentrique, peut aller jusqu'à faire de la recherche de l'objectivité, impliquant une coupure entre sujet et objet et le détachement par rapport à l'objet d'étude comme participant de valeurs typiquement masculines. Et un certain nombre de chercheuses féministes qui voient dans la science moderne une science intrinsèquement mâle, prise dans un projet de domination agressive de la nature assimilée à la féminité, revendiquent explicitement une science féminine porteuse de valeurs cognitives qui seraient, elles, spécifiquement féminines. Et on parle alors de style cognitif masculin qui serait abstrait, théorique, désincarné, détaché émotionnellement, analytique, déductif, quantitatif, etc., etc. Le masculin serait du côté réductionniste et face à ça, on veut revaloriser d'autres valeurs d'un style féminin qui serait concret, pratique, incarné, engagé émotionnellement, synthétique, intuitif, qualitatif, engagé, orienté vers les valeurs du care, la valeur du soin aux autres. Le féminin serait ainsi plus holiste. Alors, on ne peut quand même pas s'empêcher de voir dans cette description, finalement, le retour d'une forme d'essentialisme du masculin et du féminin, un essentialisme naturalisant, où de nombreux travaux féministes ont essayé de déconstruire et de démonter. Par rapport à cette naturalisation, il est difficile pour moi, en tant que scientifique, de contester la place, même non exclusive, de la logique, des démarches analytiques, du quantitatif dans les méthodologies scientifiques et de l'objectivité comme valeur spécifique de la forme de savoir qu'est le savoir scientifique. Et donc, on peut se demander si, dans ce type de critique féministe, on n'est pas en train, en fait, de renforcer les stéréotypes au nom desquels on a exclu les femmes des sciences pendant des siècles. Les femmes ne peuvent faire des mathématiques, elles n'ont pas d'esprit logique, etc. Elles ne sont pas douées pour l'abstraction. Il y a d'autres travaux qui sont de nature plus sociologique. Les femmes sont également citées pour une manière spécifique de travailler, et ça repose sur un certain nombre d'enquêtes et de témoignages. Elles seraient plus soigneuses, plus méticuleuses, douées pour l'observation, des qualités qui sont à ce moment-là particulièrement valorisées par les chercheurs masculins lorsqu'il s'agit de leur assistante technique. Les femmes seraient également plus patientes, moins enclines à vouloir obtenir des résultats rapidement, plus persistantes. Elles seraient également plus coopératives et moins compétitives. Alors, même si les femmes peuvent apparaître sociologiquement comme plus coopératives, moins agressives, moins carriéristes, moins ambitieuses, moins soucieuses de conquérir le pouvoir que leurs collègues masculins, et là aussi, Patricia Farah a évoqué l'idée que peut-être les femmes ne cherchent pas vraiment à être chef d'équipe, etc., qu'elles ne le souhaitent pas parce qu'elles veulent concilier leur vie professionnelle et d'autres aspects de leur vie sociale et familiale. Mais pour celles qui ne renoncent pas à faire part égale dans l'univers scientifique, elles n'ont souvent pas d'autre choix que de reproduire les modalités de travail considérées comme la norme. Et de ce point de vue-là, on peut craindre que l'accent actuel mis sur l'excellence, la compétition acharnée, l'évaluation par la bibliométrie, ne fasse que renforcer ces tendances et compromettre les progrès faits en matière d'égalité hommes-femmes. Donc, pour que les choses changent vraiment, ne faudrait-il pas, comme et femmes, remettre en cause ces modes de fonctionnement? Et donc, pour conclure, je voudrais poser la question suivante. L'idée même d'une science féminine n'est-elle pas un retour en force de la naturalisation des différences culturelles entre masculin et féminin, dénoncée par beaucoup de chercheurs et de chercheuses? Le processus d'acculturation
auquel est soumis tout jeune chercheur, chercheuse. La forte institutionnalisation des pratiques scientifiques permet-il réellement de faire de la science autrement, qu'on soit homme ou femme? Alors, il y a des domaines où d'autres normes épistémiques que les normes dominantes, indépendamment de leur caractère genré, peuvent enrichir la science, permettre d'autres regards révélateurs d'aspects ignorés des objets de recherche. Plutôt que de parler d'une science féminine opposée à une science masculine, il s'agirait davantage de faire voir les manières concrètes de faire de la science dans cette richesse et cette diversité. Il faudra en finir avec l'idée de la méthode scientifique, comme avec l'idée de la science. Il y a pluralité de méthodes et pluralité des sciences. Raisonnement analytique et intuition, approche intégrative et réductionniste, approche quantitative et qualitative, toutes ces manières ont lieu d'être et sont pratiquées par les femmes aussi bien que par les hommes. Mais par contre, pour que les sciences soient plus accueillantes aux femmes comme aux hommes, et je voudrais aussi dire que ce n'est pas uniquement la question de l'accueil aux femmes, et ça a été un peu évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est la question des origines sociales des scientifiques. Et on a vu que les femmes, très souvent les femmes qui arrivaient malgré tout, malgré toutes les difficultés, à se faire une place dans les institutions scientifiques, appartenaient souvent à des milieux sociaux où au moins elles avaient eu accès à la formation, à la culture, etc. Or, à l'heure actuelle, je pense que l'institution scientifique est quand même très peu ouverte aux classes sociales défavorisées. Et moi, je participe à l'enseignement à l'Université Paris-Sud et on voit arriver toute cette génération d'étudiants qui sont en particulier issus, qui sont des deuxième génération d'immigration, qui abordent l'enseignement supérieur, souvent avec beaucoup de difficultés. Et je crois aussi qu'il s'agit de rendre la science accueillante à toutes ces nouvelles catégories d'entrants possibles dans le champ scientifique. Et donc, il faut lutter contre les valeurs qui formatent à l'heure actuelle le champ scientifique et remettre en cause ce modèle du bon chercheur, du bon scientifique, qui est celui du génie solitaire, travaillant 24 heures sur 24, sacrifiant toute vie familiale et sociale, et qui est appuyé par une équipe invisible. Là, on a dit la science est ça a été dit plusieurs fois, c'est quelque chose de collectif, c'est un collectif. Oui, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas du tout vrai dans les crédits qui sont attribués à la science. La manière dont le crédit est attribué en science, il n'est absolument pas collectif. C'est toujours la figure individuelle, généralement masculine quand même. On verra après avec les statistiques avec Hélène. Donc appuyé par une équipe invisible de serviteurs, dévoués, hommes ou femmes, mais plus souvent femmes, et puis interchangeables et satisfaits de ce rôle. Donc ça, c'est un modèle qui est profondément genré et marqué socialement, et j'appelle à ce que hommes et femmes, nous le remettions en cause. Bien, alors moi, je vais intervenir à la lumière des deux interventions précédentes pour vous faire part du terrain, d'éléments de description d'une réalité de terrain. Et c'est des éléments qui ont été réunis, travaillés, analysés avec une collègue, Hélène Guénou, de mon université Paris-Sud, à l'occasion d'un colloque qui a été organisé l'année dernière au Centre d'Alembert et dont le titre était « Effets de genre dans les sciences et les technologies ». Donc, ce que nous avions tenté de faire, ce que nous avons tenté de faire avec Hélène Guénou, ça a été de réaliser une cartographie des emplois à l'université et de prendre le cas de mon université. Et je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Le premier, alors il se trouve que je suis directrice de laboratoire, d'un laboratoire d'histoire des sciences. Et le premier est la normalité de ce que je vis dans la sphère des directeurs de laboratoire. C'est une photo parmi beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir. C'est l'inauguration, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an exactement, d'un LabEx. Vous savez tous ce qu'est un LabEx, un laboratoire d'excellence, sur mon université, P2IO, ça veut dire physique des deux infinis, je sais plus, et des origines parce qu'il y a l'astrophysique.
Donc, cette photographie montre déjà une première réalité du terrain que je peux illustrer en donnant sur mon université, qui est une université pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a des sciences dures, dites dures, il y a de la médecine, il y a droit, économie, gestion, pharmacie, des IUT, dont un IUT d'économie et de gestion. Et sur mon université, le pourcentage de femmes parmi les directeurs de laboratoire, les directeurs d'unité, c'est 18%. Il y a 19 femmes sur 105 directeurs d'unité. Donc, ça donne déjà un élément du paysage. Deuxième élément du paysage, celui-là, il n'est pas local, il est national. C'est une enquête qui a été menée par l'INSMI, c'est-à-dire l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. L'année dernière, le rapport est de mars 2012, et la plaquette d'entrée de leurs conclusions commence par cette page-là. La proportion de femmes parmi les mathématiciens en France, à la fois population des enseignants-chercheurs à l'université et des chercheurs, aurait augmenté au fil des années. C'est faux. Et les chiffres qu'ils donnent dans le cours de leur plaquette le montrent. Entre 1989 et 2009, plus 104 postes pour les hommes, ce qui correspond à un accroissement de 53%, plus 6 postes pour les femmes, ce qui correspond à un accroissement de 13%. Nous sommes une des disciplines les moins féminisées, c'est vrai. Sur mon université, en 2012, il y a 13,9% de femmes parmi les enseignants-chercheurs en mathématiques. Mais si on prend les... Non, pardon, le chiffre n'est pas celui-là. 13,9%, c'est le taux de féminisation de la section du Conseil national des universités en mathématiques pures. Et c'est la moins féminisée de toutes. Dernier aspect de ce cri d'alarme, une espèce en voie de disparition. Les femmes professeurs dans cette 25e section, il n'en y a que 36 en France, beaucoup proches de la retraite. Et donc, il va-t-il encore y avoir dans les années à venir des femmes professeurs en mathématiques pures? Alors, quelles sont les questions que nous cherchions à nous poser à ce colloque d'Alembert et quelles sont celles des questions que je vais vous redire rapidement ici? Évidemment, il y a une mixité, sauf sur cette photo d'origine que je vous ai présentée. On trouve des femmes partout à l'université Paris-Sud, comme au CNRS ou dans le monde universitaire. Mais est-ce que la mixité suppose la parité? Et plus encore, est-ce que la mixité suppose l'égalité? Pour chercher une réponse, on a regardé quelle était la présence et les carrières des femmes et des hommes, dans mon cas, pour l'université Paris-Sud. Un premier résultat, 38% de femmes parmi les enseignants-chercheurs. On a regardé chez les doctorantes, enfin chez les doctorants, la part des femmes. 43,7% chez les doctorantes, toutes disciplines confondues sur l'université, ce qui amène déjà à mettre en cause une idée qui serait que le faible femme ou la moins forte proportion de femmes chez les enseignants-chercheurs viendrait d'un problème à la source, parce qu'il y aurait peu de doctorantes. On voit là qu'il y a un différentiel fort entre le pourcentage des femmes chez les doctorants et le pourcentage des femmes qui ensuite arrivent à faire carrière chez les enseignants-chercheurs. Deuxième résultat, alors je vous ai dit 38% de femmes enseignants-chercheurs, mais je ne sais plus qui le faisait remarquer ce matin. Quand on est enseignant-chercheur, on a une carrière d'enseignant-chercheur. On commence par être maître de conférence et certains d'entre nous continuent par être professeurs. Donc, quel est le pourcentage de femmes chez les enseignants-chercheurs, chez les maîtres de conférence et chez les professeurs? On a calculé le ratio entre le pourcentage de profs chez les hommes sur le pourcentage de profs chez les femmes. Et le chiffre à ajouter aux 34 et quelques pourcents que dans la diapositive précédente est celui-ci. Il y a 1,7 fois plus d'hommes en proportion professeurs que de femmes qui sont professeurs parmi ces deux populations déjà inégales.
Si on regarde au niveau des disciplines, la discipline la plus féminisée, la biologie. 52% de femmes enseignants-chercheurs. Mais si on regarde le rapport, 2,5 fois plus d'hommes professeurs que de femmes professeurs dans cette discipline la plus féminisée. Et si on regarde la moins féminisée, ou une des moins féminisées, la physique, 21% d'enseignants-chercheurs, je donnais le chiffre ce matin, mais le ratio est moins scandaleusement fort que pour la biologie, 1,5 seulement de plus d'hommes professeurs que de femmes professeurs. Donc une idée fausse serait qu'une discipline féminisée correspond à l'égalité. L'inégalité est pire au niveau des carrières en biologie que, par exemple, en physique. Et puis, il y a ce tableau un peu indigeste peut-être, mais qui résume les inégalités au cours des carrières des femmes. C'est le coût moyen d'un enseignant-chercheur ou d'une enseignant-chercheur sur mon université, toute rémunération comprise, c'est-à-dire les salaires, a priori, sont les mêmes. On est dans la fonction publique quand même. Donc les salaires, mais les primes et les HCC, les heures complémentaires, avec les charges patronales, parce que si vous divisez par 12, vous trouvez que... Donc, année 2011, le coût moyen mensuel professeur et maître de conférence, celui des hommes est plus important. Donc un homme gagne plus en moyenne qu'une femme à l'université. Si maintenant on regarde par corps, au niveau des maîtres de conférence, c'est à peu près équivalent. C'est au niveau des professeurs que la différence de salaire est forte. Et si on regarde l'explication, elle est vraiment liée à la carrière des collègues. Pour les maîtres de conférence, l'égalité des salaires, l'âge moyen pour une femme maître de conférence dans mon université est 43 ans, pour un homme 42 ans. L'équivalence, l'égalité des salaires est que les femmes sont beaucoup plus... les femmes demandent beaucoup plus la hors classe, c'est-à-dire le dernier échelon des maîtres de conférence, que les hommes. Et pourquoi? C'est quelque chose qui s'explique ensuite, parce qu'elles ont beaucoup moins de chance, ou elles s'auto-censurent beaucoup plus pour devenir professeurs. Et si on regarde maintenant les salaires des professeurs, la grosse différence vient de ce que, quand vous êtes professeur, vous avez 3 grades, je ne sais pas si ça s'appelle des grades, 3 classes, pardon, les professeurs deuxième classe, les professeurs première classe et les professeurs classe exceptionnelle. Regardez le pourcentage de femmes qui sont professeurs classe exceptionnelle parmi les professeurs femmes, 15% seulement. Le pourcentage d'hommes, le double parmi ceux qui sont professeurs. Si vous regardez le pourcentage de femmes PR2 dans l'ensemble des professeurs, plus que les hommes. C'est-à-dire que les femmes s'autocensurent beaucoup plus dans leur carrière de professeur, ou sont autocensurées beaucoup. Les deux, elles candidatent moins. Sont autocensurées et s'autocensurent, si j'ose dire, beaucoup plus. Alors les conclusions. La mixité existe, évidemment, mais il n'y a ni parité, ni égalité. La probabilité de passer professeur est nettement moins grande pour une femme que pour un homme. Et au cours de la carrière de professeur, la probabilité d'accéder au plus grand grade des professeurs est nettement moins importante. Et cela, en particulier, dans les disciplines les plus féminisées, comme la biologie ou la pharmacie. Une deuxième conclusion, les chiffres moyens masquent des disparités disciplinaires importantes, mais la situation reste globalement très inégalitaire. Troisième conclusion, toutes les inégalités observées ne s'expliquent pas par l'insuffisance du vivier de femmes. Je l'ai montré avec le seul chiffre sur les doctorantes que j'ai pu donner. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'on vit dans le concret de notre vie d'enseignant-chercheur, la prise de conscience de l'existence de fortes inégalités entre femmes et hommes sur le terrain n'est pas évidente pour l'ensemble des collègues femmes et hommes. De la part des femmes, comme de la part des hommes. Et on pourrait même parler d'une forme de déni
de cette inégalité, avec cette idée que l'important pour une femme scientifique, c'est d'abord d'être un bon scientifique. Et le fait qu'elle soit femme n'a pas à entrer en ligne de compte. Ce qui fait que dans les recommandations que nous avons à l'heure actuelle, d'aller vers la parité pour les comités de sélection, d'aller vers la parité dans les intervenants dans les congrès, d'aller vers la parité dans les élections aux comités, aux différents conseils de nos universités, les femmes, tout autant que les hommes, sont en délicatesse avec cette idée, avec le fait que cette discrimination positive délégitimerait le fait qu'elles soient femmes et scientifiques. Ce que je pourrais appeler la menace du stéréotype et qui a été étudiée dans le cas de populations stigmatisées ou de populations minorisées, comme par exemple les Noirs aux États-Unis. Donc c'est une question dont on peut discuter. Il y a deux niveaux à cette question, le niveau de la discussion que nous avons tous ici et toutes ici, et il y a le niveau de la vie concrète, où cette question amène une dimension supplémentaire qui correspond à cette quatrième conclusion par rapport à... Alors, je n'ai pas de position définitive sur le sujet, mais cette discrimination positive et cette volonté d'aller vers une parité affichée qui se heurte encore à une réticence de la part de collègues hommes comme femmes. Alors, bonjour. Je vais poser une question à la dernière intervenante. Désolé, je ne me souviens pas des noms de chacun. Alors, vous avez dit qu'il y a moins de femmes qui sont donc professeurs à l'université parce que vous avez dit qu'elles s'autocensurent et qu'elles sont censurées également par d'autres personnes. Vous avez dit qu'il y avait moins de femmes qui se présentaient pour devenir professeurs. Mais est-ce que parmi celles qui se présentent pour être professeurs, est-ce qu'ils ont le même pourcentage de réussite que les hommes ou non? Non. Alors, c'est une des planches... Alors, non... non, on pourrait appuyer cette réponse, mais là, je ne suis pas capable de vous le faire, avec... vous avez des sections du CNRS et des sections du Comité national des universités qui font des comptes rendus des campagnes de recrutement chaque année. Une des sections remarquables pour cela est la section de mathématiques, qui publie chaque année dans la Gazette des mathématiciens un état, une réflexion sur les recrutements. Vous avez en philosophie aussi, c'est une section du CNU qui fait cette, enfin, ou des collègues de la section qui a cette réflexion, et on se rend compte que non. Et nous, on avait fait pour le Centre d'Alembert le travail sur Orsay. Il apparaissait que non, mais là, les chiffres peuvent tellement varier. Enfin, le nombre de postes n'est pas assez important mis au concours chaque année pour que ce soit... Mais sur les campagnes nationales, non. Là. Et alors, je peux vous donner... Ça, c'est le côté chiffre. Je peux maintenant vous donner un côté qualitatif. J'ai 2 collègues en histoire des sciences, jeunes, candidatant pour être maître de conférence. L'une, je crois que quelqu'un l'a dit plus ou moins, ou c'était là ou c'était mercredi dernier, avec Patricia Farah. L'une attendant d'avoir un poste pour pouvoir faire des enfants, l'autre ne s'étant pas présentée à une audition parce qu'elle était enceinte, ça ne se voyait pas encore. Si on lui demandait, elle n'aurait pas osé dire non. Et si elle leur disait rien, oui, c'est interdit, mais... Et si elle disait rien, elle se sentait mal d'arriver en septembre enceinte et de ne pas assurer ses cours. C'est-à-dire qu'il y a la pression qualitative et les chiffres quantitatifs. Dans ce domaine-là, les universités pourraient paradoxalement prendre des leçons de la Marine nationale française. Ça paraît bizarre comme ça, mais il y a un seul métier qui était encore interdit aux femmes il y a quelques années, c'est le métier de sous-marinier. Pour des raisons qui peuvent apparaître assez évidentes, c'est que la Marine nationale était assez peu encline à enfermer une femme coincée toute seule dans une boîte de conserve sous l'eau avec 150 militaires.
Et la Marine nationale française est en train de lancer un truc assez étonnant, c'est que les prochains sous-marins, les ingénieurs atomiciens qui vont s'occuper du réacteur nucléaire, ce sont 2 femmes. Et ils ont construit des cabines spéciales dans les sous-marins, mais ça prouve quand même qu'il y a une réelle volonté dans des secteurs qui sont assez masculinisés, l'armée qui plus est, la marine encore plus, d'introduire des femmes scientifiques dans des secteurs où justement elles s'étaient exclues pour des raisons absolument pas logiques et uniquement liées sur des considérations de sexe qui n'avaient rien à faire là-dedans. Donc est-ce que vous pensez que des actions de ce genre-là, et puis effectivement on reparle de la discrimination positive, ça peut s'appliquer à un secteur universitaire, à un secteur scientifique, à des laboratoires scientifiques, ou est-ce que c'est illusoire de vouloir appliquer ce genre de choses? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Il y a une collègue qui veut répondre dans la salle. Donc, pas pour ça. Je ne sais pas. Je pense que la dernière conclusion que je donnais est en partie une réponse à votre question préalablement. C'est-à-dire que nous avons des recommandations de la part de nos présidents d'université avant chaque campagne pour simplement affirmer des choses qui ont l'air de bon sens, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination vis-à-vis du sexe. Pas positive cette fois, simplement. Enfin, les femmes devraient... mais maintenant, dans la réalité, je n'imagine pas... Au niveau de la constitution des comités de sélection, dans mon université, le conseil scientifique a refusé de valider certains comités de sélection parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Donc on leur a demandé de revoir leur copie. Ça a été très mal vécu par les collègues. Mais je ne vois pas comment on pourrait imposer à un comité de sélection ou comment on... Donc, je ne vois pas comment... Je vous donne le micro après. Le je ne vois pas comment est peut-être mal choisi, mais j'ai le sentiment, et là je crois que c'est l'ensemble des collègues qui devraient répondre, hommes et femmes universitaires, j'ai le sentiment que ce serait terriblement mal vécu par les collègues si des incitations ou des mesures de ce genre, et je ne sais pas dans quelle mesure elles seraient légales, seraient données. Bon, moi, je vais faire de la provoque. Tant pis. Mais si on veut avancer, quelquefois, il faut passer par là. Alors, d'abord, si un refus par les institutions de l'université d'une constitution de comité de recrutement parce que le masculin y est trop fort, bon, si c'est mal vécu par les collègues, il faut avoir le réflexe de dire tant pis, on vous embête. Vous nous embêtez assez, vos sentiments, on s'en fiche. Ça, je crois qu'il va falloir cesser d'être délicieuse et délicate. Nous le sommes de nature. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup que le premier exposé n'ait pas pensé à parler de notre tact infini. Si vous saviez comme je suis délicieuse au labo, c'est pas croyable. Bon, tout ça. Et d'ailleurs, ça se voit dans mon hémisphère du centre. Là. Bon, il va aussi falloir apprendre à dire zut. Alors, deuxièmement, quand on dit zut, c'est pas toujours que ça porte ses fruits. Puisque tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu parler de femmes qui s'autocensurent ou de femmes qui sont autocensurées. Alors là, je peux vous dire d'expérience personnelle, je ne vais pas aller essayer d'interpréter la conduite de certaines de mes collègues. Je vais me contenter d'interpréter la mienne, parce que celle-là, je la connais bien. Bon, si vous refusez de vous auto-censurer, par exemple, si vous recevez un coup de fil disant « tu ne vas pas te présenter au passage DR2 parce qu'il faut laisser passer quelqu'un d'autre ». Je n'invente rien. Bon, si vous refusez de vous auto-censurer, on vous auto-censurera.
C'est-à-dire qu'ayant dit flûte au diable, bon, posé candidature, eh bien, il y a eu un rapport d'activité. Heureusement que c'est tout par écrit, tout de même, hein, ça c'est bien. Rapport d'activité de fait. Bon, alors il était dit que Michel Ledoff avait passé l'agrégation en 71 et était entré au CNRS en 86. 2 énoncés vrais. Alors, soyons logicistes, hein. Les 2 choses sont vraies, mais 2 choses vraies qui encadrent un vide absolument fallacieux. Parce que entre l'agrégation et mon entrée au CNRS, s'était passé des tas de choses dans ma vie. J'avais été maître de conf dans une école normale supérieure, j'avais publié des bouquins, des articles, fait des séjours à l'étranger, etc. Zoom, tout ça supprimé. Et si je m'intéresse à la question du tronqué, j'aime autant vous dire que ça vient en partie de l'autobiographie. Hein. J'en ai une expérience trop douloureuse. Bon, donc c'est simple. Si vous ne vous auto-censurez pas, ils s'en chargeront. Alors la question est de savoir où est la pire violence. Est-ce qu'on se fait violence en acceptant de s'auto-censurer ou est-ce qu'on accepte de s'exposer à la violence d'autrui quand on n'a pas accepté de s'auto-censurer? Et troisièmement, il y a une direction dans laquelle j'aimerais bien qu'on travaille collectivement, justement, tous ensemble. Et je connais un certain nombre de cas où il y avait 2 candidats pour quelque chose. Moi, j'aurais évidemment voté pour la femme. Naturellement, le comité décide de voter pour l'homme sur base de discrimination positive à l'égard des malheureux bonshommes. C'était évident et flagrant. Et ce que ça a induit, c'est de la psychopathologie chez les hommes qui ont bénéficié de ce genre de discrimination positive. Et je crois qu'on ne cherche pas assez. On dit toujours, les femmes qui bénéficieraient éventuellement, au cas où ça existerait, de discrimination positive, ben, ça serait mauvais pour leur estime d'elles-mêmes. Ça, c'est le discours standard. Mais vous avez vu ce qui se passe pour les hommes qui sont discriminés positivement pour des raisons purement de chromosome Y, sèche les réunions importantes, pose des lapins, enfin, des conduites professionnelles constamment au bord de la faute professionnelle, bah, puisqu'il est toujours un homme. Hein, il peut continuer. Et des fraudes. Et ça, je trouve qu'on devrait essayer d'équilibrer au moins le discours en disant, ben voilà, ça ne ferait peut-être pas du bien aux femmes d'être discriminées positivement au cas où ça arriverait un jour. Honnêtement, j'en connais pas un seul exemple. Bon, mais qu'est-ce que ça fait du mal au cerveau des hommes d'être discriminés positivement uniquement sur la base du sexe. Voilà. Il faudrait essayer des arguments comme ça, parce que les stéréotypes, ça commence aussi dans l'interprétation des malheurs. Et il faut les débusquer jusque-là. Ouais, là, juste excusez-moi, mais pour tempérer ce que vous venez de dire, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui deviennent chefs de service et qui basculent dans une certaine forme de psychopathologie, de dictature, juste parce qu'ils deviennent chefs de service et peuvent exercer leur pouvoir, peu importe que ce soit un homme ou une femme, même si c'était de la pseudo, de la vraie discrimination. Enfin bon, c'est quelque chose d'à part. Je voulais vous citer l'exemple de quelqu'un qui est maintenant à la retraite depuis longtemps, qui était une femme et qui est devenue enceinte.
qu'il a annoncé à son chef de service, donc c'est dans un hôpital parisien très connu, mais ça date des années 60. Et ce chef de service lui a ordonné, elle, médecin, qu'elle tape elle-même sa lettre de démission. Donc c'est elle, il l'a forcée à taper sa propre lettre. Cruauté mentale. Voilà, et elle a fini par porter plainte, elle a gagné, n'empêche qu'elle avait quand même perdu son poste, et par contre le mec, il a continué à régner. Bonjour. Du coup, je voulais juste savoir par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur les politiques, du coup, on empêche un peu les femmes de faire des plus grandes carrières parce qu'elles vont avoir des enfants, enfin l'exemple qu'on vient de donner. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour le futur, pour améliorer un peu cette situation? Parce qu'on a beaucoup parlé du passé et du coup de toutes les injustices qui existaient. Et qu'est-ce que concrètement, est-ce que c'est au niveau politique qu'il faut jouer? Est-ce que c'est sur les mentalités? Enfin, qu'est-ce que vous proposez pour le futur? Parce que finalement, c'est peut-être un peu ça... Enfin, qu'on cherche aujourd'hui à changer. Attends, moi je veux dire un truc. Ah bah oui, ah bah oui, c'est vrai. Je peux. J'ai un micro. Oui, sur cette question des enfants, on met beaucoup ça en avant, mais je crois que, en tout cas, pour ce que j'en connais, enfin, mon expérience et dans le milieu scientifique. Je suis pas, évidemment, c'est important et c'est important qu'il y ait des crèches et des modes de garde, etc. Mais je ne pense pas que ça soit le problème essentiel. Par exemple, pour le passage, moi je suis biologiste, alors comme ça a été dit, hein, il y a une la biologie est vraiment très fortement féminisée. On arrive à des proportions où on a 70-80% de femmes dans les laboratoires. Au niveau chargé de recherche chez NRS, c'est une large majorité de femmes. Au niveau des directeurs de recherche, c'est une large minorité de femmes. Et je peux vous dire que quand on se présente au passage direction de recherche, ce n'est pas le problème des grossesses, c'est en général, c'est derrière nous. Ni des problèmes d'insuffisance de publication, parce que, comme ça a été dit, en fait, le nombre d'enfants n'affecte pas réellement la production scientifique entre les femmes et les hommes. Par contre, je peux dire deux anecdotes, aussi des témoignages personnels, mais je crois qu'ils sont assez révélateurs. D'une part, moi j'avais un petit groupe de recherche, j'avais un collègue qui avait un petit groupe de recherche, on avait deux petits groupes, chacun des groupes de recherche qui étaient un peu petits, qui avaient du mal à avoir une masse critique dans une période où Big is Beautiful. Donc on a décidé de fusionner nos groupes de recherche pour être en meilleure position, pour résister à cette compétition dans laquelle nous nous trouvons. Et évidemment, je n'ai même pas envisagé de revendiquer la direction du groupe fusionné, parce que je savais que pour mon collègue, c'était insupportable. Ça ne pouvait même pas être envisageable que lui renonce à son titre de directeur d'équipe. Et puis, on a plusieurs fois, par exemple dans la dernière période, puisque je me suis beaucoup engagée dans cette réflexion sur Femmes et Sciences avec la préparation du colloque du Centre d'Alembert, on en a plusieurs fois discuté de ces questions. Et il me dit, bon, c'est vrai que pour être chef d'équipe, etc., dans le contexte actuel et dans les normes actuelles, et c'est pour ça que moi je pense que cette question du modèle de ce que c'est qu'un scientifique, un bon scientifique, etc., c'est vraiment important de questionner ça et de le remettre en cause. Il faut souvent être agressif, combatif, compétitif, etc. Il m'a expliqué que de toute façon, c'était un peu normal que les femmes renoncent plus facilement à se battre, parce que c'est une bataille pour être chef d'équipe, ce qui conditionnera beaucoup les possibilités de passage du directeur de recherche, en particulier, enfin, dans les disciplines expérimentales. Il dit c'est normal parce que c'est une question de testostérone. Hein, donc voilà, je veux dire, c'était il y a 6 mois, hein, donc on est encore dans des stéréotypes, c'est très prégnant et c'est un biologiste qui vous dit ça. Et puis une autre anecdote, c'était donc que je siégeais dans section comme membre d'une section donc, du CNRS. On a une candidate féminine, femme, qui se présente au recrutement. Et un des arguments, une candidate que j'avais défendue énergiquement, et un des arguments qui a été utilisé
par un de mes collègues, c'était de dire, mais en fait, cette femme avait elle aussi monté une équipe à 2 têtes, c'est-à-dire elle s'était associée avec un de ses collègues pour faire un groupe où ils étaient, voilà, elle dit, moi, on est complémentaires, on travaille bien ensemble, ça aide, etc. Et donc, ça lui a été reproché en disant, voilà, elle manque d'ambition, elle n'a pas l'étoffe d'être un chef, etc. Et ça lui avait, malgré ma défense, ça n'a pas été très efficace. La parole de mon collègue, qui était par ailleurs professeur des universités, ayant beaucoup plus de poids que la mienne, qui était non seulement femme, mais aussi uniquement chargée de recherche, a fait qu'elle n'a pas été recrutée. Donc, je crois que là, il y a quand même cette question, on met beaucoup l'accent sur la question des femmes, de la maternité, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit le facteur essentiel pour analyser les difficultés persistantes des femmes dans le milieu scientifique. Bon, je voudrais ajouter une remarque. Bon, on voit bien que dans tous les arguments qui peuvent être échangés à différents niveaux, toujours sous-jacent, on retrouvera l'argument du naturel et l'essentialisme. Ça remonte toujours, même si bon, certains le font habilement, si j'ose dire. Et il est vraiment important de prendre de front cet argument de l'essentialisme. Parce que c'est tellement facile de dire « Ah mais oui, de toute façon, mais vous les femmes, c'est pas pareil. Il y a les hormones, vous faites des enfants, vous n'avez pas... C'est pas l'égalité, non, vous êtes bien évidemment par nature différentes. » Et cet argument-là, il faut à tout prix que des personnes qui ne sont pas, on va dire, biologistes ou neurobiologistes, puissent le contrer. Et un moyen vraiment intéressant de contrer efficacement, c'est de parler de la plasticité cérébrale. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Hein, je vous ai fait un petit exposé. Bon, si vous êtes en face d'une personne et vous lui dites « mais est-ce que vous vous rendez compte que l'argument que vous m'opposez, en fait, il date des années 50, à une époque où on avait encore fait peu de progrès sur la connaissance du fonctionnement du cerveau, mais depuis, on a montré que notre cerveau se... Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, finalement. Et il faut que les gens osent s'emparer de ces arguments. Et disons que c'est des arguments qui ont du poids, bien évidemment, puisqu'ils sont le reflet de nos connaissances. Et pour ajouter aussi autre chose dans un autre domaine, enfin par rapport à nos cursus de chercheuses, personnellement, je n'ai pas été tellement victime de discrimination dans mon parcours professionnel, sauf quand j'ai fait mon stage postdoctoral à l'Institut Max Planck de Munich. C'était dans les années 85, par là. Je suis arrivée dans un laboratoire de neurobiologie où il n'y avait que des hommes, chercheurs. Il y avait des personnes de nationalités différentes. Et les femmes étaient seulement, il y avait la secrétaire et une technicienne, et j'étais la seule femme. Et là, pour la première fois, j'ai découvert ce que c'était que le sexisme à l'œuvre. Bon, par exemple, ils organisaient des réunions de laboratoire, souvent de façon un petit peu spontanée, sans trop les planifier. Ils ne m'appelaient pas. Ils s'oubliaient. C'était tellement pas... Enfin, ils étaient entre eux, quoi. Bon. Moi, je venais de Paris. Alors, et quand je suis arrivée, Paris, Moulin Rouge, baguette, camembert, Beaujolais. Enfin, j'ai eu le droit à ça. Je dois dire qu'il faut s'en remettre. Hein. Et certains projets de recherche que je pouvais discuter, enfin, ma parole n'était pas vraiment prise au sérieux dans un certain nombre de domaines. Donc, je pense qu'en Allemagne, il y a un gros problème, on le sait, sur le plan déjà de l'organisation sociale, économique, où la place des femmes n'est pas vraiment dans une
trajectoire égalitaire, parce qu'il y a toujours le poids du conservatisme extrêmement puissant, où la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants et ne pas travailler. Ça, hélas, donc vous voyez, sur le plan européen, il y a aussi beaucoup de travail à faire dans certains pays en particulier. Si je peux... Ah, pardon, c'est sur la même question, Anne? Moi, c'est sur plusieurs points qui ont été abordés, mais juste sur le... Par rapport à la question que vous posez sur l'avenir. Alors, je n'ai absolument aucune compétence particulière. Je ne fais pas partie de mouvements de réflexion politiques ou sociaux ou sociétaux sur ce type de questions. Donc, j'ai pas de réflexion collective construite pour pouvoir vous répondre. Mais je m'appuierai sur juste deux choses qui ont été dites aujourd'hui. Ce matin, l'exposé de Nathalie Pijard et ce qu'elle disait sur le fait que cette question des femmes à l'université avait une dimension sociale, avait aussi, il ne faudrait pas la réduire à ça, avait aussi une dimension sociale ample. Et par exemple, les années d'avenir qui... Ah ben, je ne sais pas, vous n'écoutez pas la réponse à votre question? Ah, pardon, excusez-moi, je voyais mal. Ça me rassure. Les années qui arrivent sont des années au niveau des postes qui ne sont pas des années qui s'annoncent florissantes. Dans mon université, le président de l'université vient de nous écrire pour nous dire attention, le budget, les offres d'enseignement, restreignez-les, on ne peut pas, etc. Et il a même été question de réduire la campagne d'emploi. Donc, il me semble, je ne suis pas fataliste en disant ça, je suis réaliste. Il me semble comme une évidence, dans cette perspective-là, avec ce qui a été dit plusieurs fois aujourd'hui, la politique d'excellence à tout prix, les femmes vont en payer les conséquences. Je crains énormément pour la place des femmes dans les recrutements. Je peux me tromper, mais je crains pour la place des femmes dans les recrutements à venir. Ce qui montre qu'il y a toute la dimension dont nous parlons spécifiquement femmes, et puis il y a une dimension de contexte plus global, de déploiement ou pas de l'université, de ses emplois, de ses étudiants. Et dans ces cas-là, ce qui peut être un maillon faible peut être plus dangereux. Donc, pour l'avenir, je pense qu'il faut... Enfin, mon sentiment à moi serait d'être vigilant sur les deux plans. C'est-à-dire le plan spécifique femmes, et là, je ne suis pas capable d'apporter des éléments plus pertinents que n'importe qui parmi nous ici, et le plan plus global, plus social. Et vraiment, l'exposé de Nathalie Pijard, pour ça, je pense, était intéressant. Les conclusions qu'elle donnait étaient intéressantes. Oui, alors, bon, j'avais une question, mais du coup, il y a eu plusieurs points qui ont été abordés. Et oui, un point sur les jurys de sélection, sur les comités de sélection quand même. Il y a quand même une loi qui est sortie qui dit qu'en 2015 ou 2017, je ne sais plus, il faudra au moins 40% de femmes dans les jurys de sélection. Le comité national a été renouvelé au CNRS Non, le comité national, il est maintenant comité national du CNRS, mais il comprend quand même beaucoup de gens qui sont hors CNRS. Et ce comité national a été renouvelé au printemps. Et dans chaque section du comité national, il y a 14 membres élus et il y a 7 membres nommés. Tous les directeurs d'instituts font des propositions pour les nominations. Ils ont tous été sensibilisés au fait que les jurys devraient, en 2017 ou 2015, être composés d'au moins 40% de femmes. Il y en a quand même un qui a fait en sorte de ne pas nommer une seule femme dedans. Donc sur les 7, il y a 0 femme, et c'est le même que celui du LABEX, qui était sur la photo, où il n'y a pas une femme sur la photo, alors qu'il y a 14 hommes. Bon, alors, donc il y a quand même des façons de faire qui sont possibles. Je voudrais dire aussi
qu'il est envisagé quand même pour les élections aux conseils généraux, donc dans les départements, de grouper par deux les conseils généraux et d'obliger à ce que dans l'une des parties, il y ait forcément un homme titulaire et un homme suppléant, et que dans l'autre, il y ait une femme titulaire et une femme suppléante. Pourquoi ça? Parce que si l'homme s'en va, le titulaire s'en va, c'est un homme qui revient, mais si la titulaire femme s'en va, c'est une femme qui revient. Donc ça garde la proportion, ce qui était complètement pas vrai jusqu'à maintenant, et c'est le moyen que trouve actuellement le gouvernement pour faire que ça soit possible au niveau des élections, mais uniquement dans les départements au conseil généraux, pour l'instant. Donc il y a quand même des voies de travail qui sont possibles. Mais mon point principal, et qui est lié un peu à ça, c'était un point qui a été sous-jacent toute la journée, qui est apparu dans la discussion, mais qui n'est pas vraiment apparu clairement, c'est la relation de la place des femmes dans la science, par exemple, liée à la relation au pouvoir. Et clairement, quand les positions ont du pouvoir, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a peu de place laissée aux femmes, alors que dans tous les domaines où il y a moins de pouvoir immédiat, eh ben, on s'aperçoit que les femmes s'y sont faufilées, y ont occupé la place. Et bon, ben, par la suite, quand ça devient avec le pouvoir, comme pour Marie Curie, par exemple, là, ça redisparaît à nouveau. Donc c'est peut-être un cas particulier, je crois qu'il faudrait vraiment le regarder de plus près. Et je suis très intéressée par le résultat de la plasticité, en particulier les pays pour lesquels l'écart est le moindre. C'est aussi les pays qui ont fait au niveau gouvernemental, si je ne me trompe pas, le plus d'efforts pour que, y compris dans les élections politiques, et c'est pour ça qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, il y ait de la parité et que cette parité soit effective. Et donc c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire c'est forcément comme ça qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut s'appuyer aussi sur tout ce qui s'est passé dans ces domaines-là. Je voudrais reprendre un peu la parole par rapport à ce qui vient juste d'être dit. Qu'en est-il des pays du Nord, donc Suède, Finlande, Norvège? Est-ce que ce sont des modèles? Est-ce que ce sont des exemples? Parce que quand on a répondu, première réponse, qu'est-ce qu'on peut faire? Des crèches? En Suède, en Finlande et en Norvège, ce n'est pas la solution. Il n'y a pas des crèches partout dans ces pays-là. Quelle est la solution là-bas? Les horaires des réunions. Bon, merci beaucoup pour cette question. Mes informations datent un petit peu parce que il y a eu une époque où j'allais beaucoup en Suède, mais c'est révolu depuis 6-7 ans à peu près. Donc, prenez ça avec précaution. En gros, le pays le plus égalitaire du monde, sans doute. Formidable pour la contraception, l'IVG, l'éducation des petites filles. C'est merveilleux. Mais, ah oui, j'oubliais les femmes en politique, bien sûr, voilà, bon. C'est merveilleux. Mais il y a des monts Athos sur la carte de ce pays merveilleux. Un des monts Athos en question, c'est les coins où il n'y a que des hommes. Un des monts Athos, c'est le haut journalisme. Un des monts Athos, c'est l'Église, car même si la religion luthérienne autorise l'ordination des femmes, les évêques sont autorisés à garantir à leurs fidèles un environnement sans femmes, et donc ils ont le droit de ne pas appliquer, de ne pas recruter, disons, des pasteurs qui soient des femmes. Et troisième mont Athos, l'université. Et alors là, je peux vous dire que j'y ai vu des discriminations absolument incroyables.
des femmes archi malheureuses et qui ne comprennent pas forcément, puisque c'est un pays où tout est fantastique pour plein de choses. Et puis voilà que justement, quand elles sont à enseignantes ou chercheuses à l'université, bah, c'est plus du tout pareil. C'est comme si c'était un autre pays. J'ai rencontré les deux femmes qui avaient signé un article dans Nature. Vous connaissez? Oui. Alors, bon, c'est pas que j'ai la mémoire qui flanche, mais vous me demandez pas leur nom, je peux simplement vous dire. Moi non plus, je sais pas. Voilà. Bon, des femmes super sympathiques, dynamiques, énergiques. Et l'une d'entre elles, qui est médecin et qui s'occupe de recherche sur l'asthme chez les enfants, venait de décrocher la plus grosse subvention européenne jamais décrochée par quelqu'un de Suède pour faire ses recherches sur l'asthme, etc. Et non seulement, au même moment, elle se voyait refuser un poste à l'université, et en plus, on lui disait « Ah, et puis l'article que vous avez signé avec une telle dans Nature, un scandale, jamais quelqu'un n'a fait quelque chose d'aussi scandaleux et antipatriotique contre la Suède, etc. » Et c'était un article qui expliquait qu'une femme, pour candidater, doit avoir 2,3 fois plus de publications qu'un homme pour avoir des chances de succès. Et cette étude n'a été faite qu'en Suède et par les deux femmes que j'ai rencontrées, parce qu'en Suède, les dossiers de candidature sont publics. Et c'est comme ça que des chercheuses peuvent aller faire un comptage et dire, ah ben voilà, c'est très simple, pour une femme, il faut 2,3 fois plus pour avoir une chance égale. Bon. Mais l'existence de l'Europe, en fournissant aussi une source de financement, permet de faire des comparaisons fâcheuses. Enfin, vous décrochez une méga subvention pour le labo de recherche dans lequel vous continuez à travailler sans avoir de poste. Hein. Et par ailleurs, vous n'avez pas de poste. Alors c'est là que juste ça aussi, on peut l'utiliser comme argument antinaturaliste. Parce qu'enfin, la nature de cette femme charmante que j'ai rencontrée à Göteborg, sa nature, elle est constante. Quand elle demande des sous à l'Europe et quand elle demande un poste à l'université. Et cependant, dans un cas, ça marche et dans l'autre cas, ça ne marche pas. Bon, donc, ne rêvez pas trop sur la Suède. Et les copines en Suède adorent quand, par exemple, une copine bretonne et française remet les pendules à l'heure et dit non, 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 vous savez, c'est pas un pays merveilleux. Elles adorent parce qu'elles ne veulent pas être un élément de mythe. Elles sont sûrement aussi patriotes que tout le monde, mais de là à se laisser transformer en fée mythique, il y a un pas alors qu'elles souffrent. Et là aussi, on pourrait un peu réfléchir à des choses. Enfin, qu'est-ce que c'est que la vie internationale, par exemple? Comment ça se fait que des femmes trouvent un écho sur la scène internationale alors qu'elles continuent à ramer là où elles essayent de gagner leur vie? Bon, là, il y a des comparaisons fâcheuses pour le pays en question qui peuvent être faites. Et bon, personnellement, je ne me gêne pas pour le faire, mais pas trop souvent. Vous voyez? Parce que quand vous prenez pour objet d'étude les discriminations à l'égard des femmes, vous risquez de les augmenter à votre propre égard. Mais au moins là, vous l'aurez cherché. Ça va, c'est mieux. Merci, on va prendre une dernière intervention. Oui, merci. Je voudrais
Parce que je suis un peu inquiète lorsque vous avez dit que les femmes doivent s'auto-censurer ou être... C'est-à-dire, ou bien on les autocensure, enfin. J'ai constaté qu'elle le faisait. Voilà, elle devait être... Enfin, c'est ça. Qu'elle l'était. Elles étaient c'est ça. S'auto-censurer ou bien on l'autocensure. Ouais. C'est ça. Donc, je voudrais dire que notre petite expérience, nous avons participé au congrès des femmes en sciences dans le tiers-monde. Ce que j'ai entendu là, on dirait que c'est exactement la même chose. Sinon, ça s'aggrave même. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des laboratoires, qui font des travaux de recherche et qui découvrent du jour au lendemain que ces travaux ont été publiés dans les journaux étrangers, signature leur patron du laboratoire. Et ça, c'est vraiment frustrant. Et d'autre part, il y a une qui a dit les positions qui ont du pouvoir, on les laisse peu aux femmes. Alors ça, c'est en Afrique. La plupart vous êtes maître de conférence, vous passez professeur. Donc vous voyez que généralement, si vous voyez l'histoire d'Afrique, quand on cherche des ministres, on cherche des responsables, on les prend parmi les universitaires. Alors, depuis qu'on sait qu'on prend parmi les universitaires, eh bien, les hommes ne laissent pas de place aux femmes. Vous pouvez rester maître de conférence toute votre vie, parce que pour passer, le jury est fait d'hommes. Je suis, par exemple, mathématicienne, maître de conférence depuis 1985, dans un département de mathématiques, mais il n'y a pas eu d'autres étudiantes qui est même étudiante fille, qui a fait même une thèse de 3e cycle en mathématiques. Parce qu'il faut un jury, et le jury écarte toujours toutes ces thèses-là. Et nous sommes dans une situation de ce genre, et on se pose la question, comment peut-on en sortir? Comment peut-on former des mathématiciens? Bien sûr, il y a beaucoup qui viennent, comme moi, j'ai fait mes études ici, ils viennent, ils font leurs études, mais quand ils reviennent sur place, pour occuper des postes, il faut qu'ils évoluent sur le plan carrière, maître de conférence, professeur. Ils trouvent le blocage en place. Donc certaines reviennent ici pour être dans des universités. Voilà un peu. Une petite dernière remarque, parce qu'après, il va conclure la journée. Oui, juste une remarque quand même, pour ne pas donner un tableau trop pessimiste quand même, et ne pas faire paniquer les étudiantes qui sont dans la salle. À titre personnel, je peux quand même dire malgré tout qu'il est quand même possible de mener de front une vie personnelle et une vie professionnelle, y compris même si on est un homme et même si on est une femme, et que les choses ont quand même changé, je le pense et je l'espère. Et qu'à titre personnel, j'ai quand même pu passer directrice de recherche et je mène de front, et je vais quand même chercher mes enfants à l'école. Et que quelque part, c'est possible. Et je pense que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et c'était extrêmement intéressant. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on donne un tableau trop pessimiste, hein, et qu'on ait l'impression que seules réussissent les femmes qui se battent et qui écrasent tous les autres, ou au contraire qu'il faut être suffragette pour pouvoir arriver, ou au contraire, vraiment, je voudrais rééquilibrer un tout petit peu le discours et dire quand même que c'est possible et que je ne suis pas la seule et j'en connais d'autres. Voilà. Merci pour cette dernière remarque.